Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Immédiat, l'émission de TV Liberté qui, comme vous le savez, décrypte chaque semaine l'actualité et la propagande médiatique avec Jean-Yves Le Gallou qui est de retour cette semaine. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Jules. Encore merci à tous nos contributeurs qui tiennent le coup et regardent encore les JT pour nous aider à décrypter justement cette propagande médiatique. Un chaleureux remerciement donc à Jean, Jean-Michel, Élodie et Rob, ils se reconnaîtront, merci à eux. Notre image de la semaine est en réalité finalement deux images qui sont à la fois positives et belles, Jean-Yves, pour une fois dans nos images de la semaine, avec notamment le rassemblement des scouts unitaires de France pour la Pentecôte et le pèlerinage de Chartres. On regardera ça ensemble tout de suite. Notre police, faucheuse ou sauveuse, retour, vous l'aurez compris, sur l'affaire récupérée par les médias et la classe politique cette semaine, c'est-à-dire ce refus d'obtempérer à Paris qui a mal tourné pour le conducteur et une de ses passagères. Dans notre revue de presse, des altercations sur les plateaux, notamment entre Raphaël Enthoven et Régis Le Sommier, entre Mélenchon et Salamé, mais aussi des sujets de fond, comme un massacre occulté au Nigeria, l'état du journalisme français ou encore les piqûres sauvages. Et notre deuxième sujet, enfin, sera consacré à la propagande matraquée dans les cerveaux français par les JT, cette semaine concernant le réchauffement climatique, apparemment source de tous les malheurs du temps. Immédiat numéro 399, c'est parti. Une image qui, pour une fois, fait vraiment plaisir à voir, Jean-Yves, deux même. Tout d'abord, celle du rassemblement des scouts unitaires de France pour la Pentecôte à l'occasion du 50e anniversaire de leur mouvement, où l'on comptait plus de 30 000 participants, et ce, malgré les intempéries. Et enfin, l'image du mythique pèlerinage de Chartres organisé par le mouvement Notre-Dame de Chrétienté, qui comptait, lui, plus de 15 000 participants sous la grêle et le tonnerre. Alors, en tout cas, Jean-Yves, on peut dire une chose, c'est qu'ils n'ont vraiment pas été gâtés par la météo ou par le climat, on le verra en fin d'émission. Alors, ils n'ont pas été gâtés par la météo, mais au fond, ça permet d'affronter la nature, les éléments, positiver les choses, haut les cœurs. Ils ont fait face avec beaucoup d'élégance à ces éléments. Ils n'ont pas non plus été gâtés par les médias, puisqu'évidemment, les grands médias n'en ont pratiquement pas parlé. Peut-être un tout petit peu, précisément à cause de la mauvaise météo, de la météo pluvieuse. Mais sinon, évidemment, ils n'ont pas été gâtés par les médias, puisque, au fond, un événement aujourd'hui qui concerne les scouts ou qui concerne les catholiques ne peut être porté par les médias que s'il présente des aspects négatifs. On ne va pas présenter un grand rassemblement sans problème dans une bonne ambiance. Non, c'est pas un sujet. Par contre, les médias ont fait une petite sortie pour critiquer les cours de catéchisme d'une école sous contrat catholique, et pas n'importe laquelle, puisque c'est Stanislas, le collège Stanislas. Mais on voit bien là le biais de traitement. Un grand événement n'est pas traité, ou particulièrement sous-traité. Deux grands événements ne sont pas traités. Par contre, si on peut monter en épingle quelque chose de négatif, alors là, on le fera. C'est tout le biais médiatique qu'on retrouve semaine après semaine. Alors justement, cette affaire du collège Stanislas, qui est décrit comme élitiste et faisant preuve d'un intégrisme religieux scolaire, selon Nassira El Mouadem, là, l'auteur finalement de cet article pour l'Express. Stanislas, le collège d'élite qui prône la pudeur féminine face aux pulsions des garçons.
Un enseignant explique que l'avortement signifie toujours tuer volontairement une personne humaine innocente. Et par ailleurs, dans le cas du viol, ce terrible crime brutal commis contre une femme, eh bien finalement, se solde en un enfant qui est aimé de Dieu, qui a été conçu et qui peut devenir un motif de consolation pour elle. Donc il y a d'autres témoignages et d'autres propos qui ont été comme ça épinglés dans cet article. On voit bien, voilà ce que vous avez décrit. Je mentionne également finalement qu'il n'y a pas eu de grands sujets dans les JT sur les rassemblements des scouts unitaires de France ou sur le pèlerinage de Chartres, mais par contre, au 13h sur TF1, on a eu un petit sujet sur les scouts de France qui sont, eux, beaucoup plus acceptables et beaucoup moins tradis. Merci à tous. On passe tout de suite à notre premier sujet de la semaine, à moins que... Non, je vois que Jean-Yves a quelque chose à rajouter. Les scouts de France qui sont en plein déclin, alors que précisément les scouts unitaires ou les scouts d'Europe sont en pleine expansion. Exactement. Mais on parle évidemment de ceux qui sont en déclin parce qu'ils sont dans une espèce de déliquescence, peut-être pas dans toutes les troupes, mais dans beaucoup de troupes, alors que ceux qui maintiennent en fait la tradition du scoutisme, comme les SUF, comme les scouts d'Europe ou comme Europe Jeunesse par exemple, eh bien eux, ils sont occultés et ils ne pourraient accéder à l'aura médiatique qu'en cas de pépin, quoi, voilà. Qu'en cas de pépin aussi, ils abjuraient leur... Ou alors s'ils leur tradition sordide. Voilà, c'est ça, absolument. Nauséabond. Merci beaucoup, Jean-Yves. On passe tout de suite à notre premier sujet de la semaine, la police sauveuse ou faucheuse. Trois policiers à vélo ont ouvert le feu sur une voiture et son conducteur le 4 juin dans les rues de Paris suite à un refus d'obtempérer. Une affaire qui secoue médias et politiques et relance le débat finalement sur la légitime défense des policiers. Tir lors d'un refus d'obtempérer à Paris, quelles sont les versions des policiers et des passagers, s'interroge la dépêche. Le conducteur démarre et fonce sur l'équipage de policiers à VTT, selon le récit de la police. Les fonctionnaires font alors usage de leur arme à plusieurs reprises et blessent gravement le conducteur et le passager à l'avant. Le passager à l'avant, justement, une jeune femme, a malheureusement succombé à une blessure par balle à la tête. Les médias n'ont pas tardé finalement à tendre le micro à la famille de la victime et au passager arrière. On ne comprend pas pourquoi on a tiré 6 coups de feu devant la passagère, pourquoi elle s'est retrouvée avec une balle dans la tête. Tout ça devrait être expliqué avec une autopsie, nous explique donc la mère de la victime qui a posé 2 plaintes, une contre le conducteur du véhicule qui aurait dû obtempérer selon elle, et une autre contre X à l'intention finalement des policiers qui ont fait feu. Jusque-là, tout à fait normal, une famille en deuil, pas de souci. On écoute tout de suite un des 2 autres passagers finalement qu'RTL a invité sur ses ondes. Mais en fait, on était à un feu. Ils sont venus, un policier il est venu en vélo, il a tapé dans la vitre du conducteur, commence à lui demander sur le côté on va vous contrôler. Il a avancé un peu, il s'est pas arrêté. Il a dit je m'arrête pas, j'ai pas le permis, nanana. Ils sont revenus à côté de nous et à ce moment-là il nous a braqué direct. Il a braqué directement, oui, sortez, coupez le contact, éteignez le moteur. Après moi j'ai vu ils étaient trop en train de trembler, ils tenaient leur pistolet, ça veut dire j'ai crié, on était tous dans la panique. On a tous crié, moi j'ai crié baissez-vous, baissez-vous. Après on a entendu que les coups de feu, les vitres qui pètent. Le focus médiatique a été quand même pas mal centré sur la présumée violence ou bavure policière. Les faits sont pas encore complètement établis. Les policiers ont été maintenus en garde à vue pendant 48 heures, puis relâchés pour le moment sans poursuite. Bon, mais il y a évidemment un juge d'instruction qui a été nommé et qui devra établir la réalité des faits. Ce qu'on entend quand même dans les différents témoignages, notamment dans le témoignage non pas de ce Ibrahima, mais dans le témoignage de l'autre passagère à l'arrière, c'est que la voiture, elle s'est arrêtée une fois, elle est repartie une fois. Elle s'est arrêtée une deuxième fois, elle est repartie une deuxième fois. Bon, voilà, donc une situation assez confuse. Et évidemment, c'est pas facile pour les policiers d'apprécier la réalité du danger. A posteriori, on sait ce qui est arrivé. A priori, on ne sait pas ce qui peut arriver. Justement, sur ces violences policières présumées, on écoute tout de suite Fabien Jobard sur les ondes de France Info.
Fabien Jobard, il faut donc qu'une vie soit menacée pour qu'un policier ait le droit de tirer en légitime défense. Cette loi est-elle suffisamment claire ? Non, cette loi, elle est très problématique et je vais vous expliquer pourquoi. Elle a été adoptée le 28 février 2017 et l'IGPN, dès le mois de juillet 2017, publiait une note alors confidentielle pour expliquer que le nombre de tirs par les policiers et les gendarmes, mais surtout en réalité par les policiers, avait cru de 50%. Ce Jobard, il explique qu'il faut revenir à une conception proportionnaliste de la légitime défense, c'est-à-dire en gros, vous avez le droit de tirer une fois que vous êtes mort. Voilà. Une fois qu'on vous a tiré dessus. Une fois qu'on vous a tiré dessus, et donc évidemment, c'est pas réaliste. Mais ça, c'est le raisonnement du mec dans son bureau. Le type, il est dans son bureau, alors c'est facile. Et il juge a posteriori. Le gars qui est sur le terrain, l'homme qui est sur le terrain, il doit décider très vite. Et il doit décider très vite par rapport à sa vie, par rapport à la vie de ses collègues ou par rapport à la vie de tiers qui ne sont pas seulement les délinquants qui refusent d'obtempérer. Donc c'est vraiment deux visions très différentes. Et puis alors, on a caricaturalement là l'expert type, l'expert, vous savez, on en parle souvent des experts. Les experts qui de plateau. est ce gars-là est chercheur au CNRS. En fait, il fait de la recherche sur, quand vous voyez ces thèmes de recherche, sur les violences policières. Il est payé par le contribuable pour, au fond, critiquer la police sous un angle présenté comme scientifique. Il fait des études, par exemple, sur les violences policières. Les violences policières, c'est un terme de polémique. C'est pas un terme, à proprement parler, scientifique. Et puis alors, si vous voulez avoir une idée de la neutralité du personnage, financé par vos impôts, chers amis, la neutralité du personnage, il a pris position contre la ministre des Universités, Madame Vidal, quand elle a montré les dangers de l'islamo-gauchisme dans les universités, et c'est quelqu'un qui participe à des réunions à l'invitation du nouveau parti anticapitaliste, donc d'une des formations d'extrême gauche. C'est un proche de Poutou. Bon, c'est son droit, mais ça serait le droit des gens qui le regardent, de le savoir. On devrait dire, voilà qui est... Bon, après, il a le droit d'avoir son point de vue. Mais enfin, c'est pas un point de vue neutre, c'est pas un point de vue scientifique, c'est l'expert. Il est sélectionné parce qu'il va dire des choses politiquement correctes. Voilà. Et en l'occurrence, des choses anti-flics. Et alors, on voit bien qu'il essaye d'attiser finalement cette rancune vis-à-vis de la police, notamment sur la question qui cristallise le débat, c'est-à-dire les violences, les bavures, l'ouverture du feu finalement. Alors, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, il y a eu l'année dernière en France 201 tirs de policiers et gendarmes visant des véhicules refusant le contrôle sur plus de 26 000 refus d'obtempérer. C'est soit, ça représente 0,76% des cas. Ce qui veut dire que ce qui nous présente comme une hausse absolument endémique et immuable des tirs de police, dans le cas des refus d'obtempérer, reste un phénomène extrêmement marginal et qui ne peut pas être comparé à, par exemple, celui des États-Unis ou que sais-je. On écoute tout de suite Charlotte Dornelas qui, comme toujours, a un avis assez incisif sur la question. On a accès à la parole de cet homme, pas à ceux des policiers directement, qui sont eux évidemment en garde à vue. Ça, c'est la première chose. Et je voudrais rapidement vous raconter une autre histoire dont personne n'a parlé. 29 mai à Paris, sur les Champs-Élysées, un refus d'obtempérer. La personne qui est au volant fonce sur les policiers. Les policiers sortent leurs armes, ne tirent pas, parce que les policiers ont peur de tirer dans ce pays, évidemment, pour toutes les raisons que l'on voit ici. La voiture poursuit sa route, percute une jeune femme qui a 23 ans. Elle est morte sur le coup, à Paris, le 29 mai. Vous en avez entendu parler ? Personne. Personne n'a parlé de cette histoire-là, et un refus d'obtempérer a conduit à la mort d'un homme. Le cas mentionné par Charlotte Dornelas n'est pas le seul ces dernières semaines, même cette semaine. On a par exemple à Argenteuil un automobiliste qui refuse un contrôle de police et dans une manœuvre pour s'enfuir, il percute une policière. Le collègue ouvre le feu et touche le fuyard à l'omoplate. Donc finalement, c'était encore une fois conducteur alcoolisé, défaut de permis. Ça rejoint un petit peu le profil de la victime passagère et du conducteur dans notre affaire, c'est-à-dire des délinquants, des récidivistes, des personnes alcoolisées.
On a également à Lyon un policier qui tire sur un ado de 14 ans qui tente d'écraser son collègue, finalement. Et puis on a également aussi toutes les affaires de victimes de rodéo urbain en général, dont on parle assez régulièrement dans l'émission parce qu'ils sont tués dans les médias. À Marseille, par exemple, 3 juin, un homme à scooter qui transportait 1,2 kg de cocaïne a foncé sur un policier de la BAC et a finalement fini par renverser un homme de 72 ans qui, heureusement, n'est pas dans un état critique. Et puis encore, un homme de 19 ans, grièvement blessé, renversé par un motard dans un rodéo urbain, qui a succombé à ses blessures. Tout ça, Jean-Yves, c'est bien, ça montre bien que les policiers, même si sur le moment, ils ne sont pas dans une nécessité, je ne dis pas que c'est le cas ou pas, je ne sais pas, on ne connaît pas, mais du moins, ils savent que ça arrive tous les jours, ou quasiment tous les jours, qu'un policier se fasse percuter ou que des civils meurent à cause d'un refus d'obtempérer. C'est le véritable phénomène qu'il faut adresser finalement. Absolument, et on voit là, dans ce que vous avez cité, et ce qu'a cité Charles Dornelas, il y a 2 morts en 15 jours. Voilà. Mais ça effectivement, on n'en parle pas. Au contraire, on encense. En tout cas, on encense les rodéos urbains. Alors maintenant, ça a changé de nom. C'est plus du rodéo urbain, c'est du bike life ou du cross bitume. Ça a même été promu au Festival de Cannes. Et maintenant, c'est promu par France Info et par Brut. Alors que c'est extrêmement dangereux et on devrait appeler ça par le nom, on appelle, si vous faites un excès de vitesse de 5 km/h, vous êtes un délinquant routier, mon cher Jules, mais par contre, si vous faites un rodéo urbain, là, c'est tendance, c'est vraiment... là, vous êtes un blouson noir, c'est de l'art de rue, là, quasiment. Voilà. Donc, vous voyez ce qu'il faut faire. Le rodéo urbain, mais pas le petit excès de vitesse, attention. Ben oui, c'est toujours la même chose. Merci Jean-Yves, on passe tout de suite à notre revue de presse. L'avocat de Salah Abdeslam pour le procès du Bataclan était l'invité spécial de l'émission Quotidien lundi dernier. Si le choix éditorial est questionnable à 3 semaines du verdict, les propos qu'elle a tenus le sont encore plus. On écoute tout de suite un très court extrait. C'est quelqu'un qui est très humain. C'est quelqu'un avec lequel on peut discuter. Alors Jean-Yves, pourquoi est-ce qu'on parle de ça finalement ? Parce que l'ambiance sur le plateau, alors il y a une sorte de solennité qui règne un petit peu, et puis l'avocat, elle, est resplendissante, elle parle avec des étoiles dans les yeux de Salah Abdeslam en disant que notamment c'est quelqu'un avec qui on peut construire quelque chose, avec qui on peut dialoguer. Elle a senti que le contact, je cite, passait bien entre eux, etc. Voilà, c'est une réhumanisation finalement de ce terroriste, Jean-Yves. Alors oui, Salah Abdeslam, c'est un des terroristes impliqués dans les attentats du Bataclan et autour du Bataclan, et qui n'a pas fait sauter sa ceinture de sécurité, non, pas sa ceinture de sécurité, sa ceinture d'explosifs. Bon, voilà. Alors, que son avocat la défende, après tout, c'est normal. Mais tout ce procès qui a duré 9 mois, ce procès à grand spectacle a eu comme volonté d'expliquer en quelque sorte les gestes terroristes et de les comprendre. Avec d'ailleurs la complicité d'un certain nombre de représentants d'associations de certaines victimes qui ont choisi ce discours « Vous n'aurez pas ma haine » parce que c'est le discours qui permettait d'accéder aux médias et d'être bien vu des médias. Et il y a d'ailleurs un témoin qui est intervenu en disant « J'ai voulu faire ça et puis je me suis aperçu que c'était artificiel et que je gardais la haine vis-à-vis des gens qui avaient frappé mes proches, ma famille, mes amis. » Mais on voit très bien tout ce procès qui n'a pas fait avancer d'un iota la vérité d'ailleurs. C'est un procès à grand spectacle pour finalement banaliser un acte terroriste majeur, puisque c'est le plus grand attentat terroriste en Europe depuis de très longues années. En tout cas, le témoignage que vous nous partagez, il n'est pas partagé justement par les représentants des associations de victimes. Je pense notamment à Arthur Desnouveaux qui disait il y a quelques mois « Le pardon que Abdeslam a à s'accorder, c'est avant tout à lui-même ». Bon, ça c'est beau, hein. C'est charitable, c'est chrétien. Comme notre image de la semaine, j'arrive.
Et enfin, qui nous dit c'est une énième récupération de la part de Reconquête, en parlant justement de cette polémique qui enfle vis-à-vis des propos de l'avocat. On est ravis de savoir que Salah Abdeslam est bien défendu et son avocate a tout à fait le droit d'aller dire ça à la télévision. Ça fait un peu plus de 9 mois qu'on les côtoie et ils ont toujours été extrêmement respectueux. C'est un petit peu la même chose qu'on entend quand un type tire dans un supermarché et que les voisins nous expliquent qu'il sortait les poubelles et puis qu'il disait bonjour à tout le monde, finalement. Oui. Et un autre représentant finalement d'une autre association, Philippe Duperron, qui nous explique « Nous nous refusons à jouer le jeu de l'absence de nuances et de l'opprobre. Elle ne va pas dire sur le plateau de quotidien qu'il n'est pas humain, finalement. » Ça confirme, ça va tout à fait dans votre sens. Merci Jean-Yves. Désormais, une altercation sur le plateau de Paris Première qui, je le sais, va ravir plus d'un de nos spectateurs. On regarde. C'était aussi une époque où la guerre d'Espagne, où les intellectuels s'engageaient, et ici, aujourd'hui, les intellectuels restent à Paris. Ils demandent aux Ukrainiens de mourir. C'est ça, donc toute personne n'allant pas en Ukraine, c'est ça. George Orwell, vous faites des tweets, voilà, c'est tout ce que vous faites. Camus et Aron, l'un et l'autre, ont été privés de champ de bataille, parce que l'un était chétif et l'autre était tubard. Allez-y, vous parlez d'aller combattre, allez-y sur le terrain. C'est une scène d'anthologie. Parce que vous avez d'un côté l'intellectuel professionnel qui ne quitte jamais les micros ni les caméras, parce c'est le nouveau BHL, Enthoven, là, et qui est dit, c'est assez extraordinaire, peut-être pas dans ce passage, mais dans un autre passage, il dit il y a le choix entre la guerre et le déshonneur et la guerre. Voilà. Ce qui est quand même très encourageant. Ce gars-là n'a jamais vu un coup de fusil, ni de près ni de loin, et il essaye de faire la leçon à Régis Le Sommier, qui est un vrai reporter de guerre, qui a passé 3 semaines en Ukraine, qui avant a fait 10 séjours en Syrie. Il sait ce que c'est que la guerre. Il sait ce que c'est que la guerre, et il la prend pas à la légère. Mais il a il reçoit les leçons de cet intellectuel de plateau qui défend l'otaniquement correct, si je dois dire. C'est un intellectuel organique de l'OTAN, monsieur Enthoven, voilà. Alors, pour me faire un petit peu l'avocat justement du philosophe... philosophe, oh là, comme vous y allez. Philosophe de plateau. Je me fais son avocat et son exégète. Philosophe de plateau, oui. Vous savez, c'est un philosophe platonicien. Platonicien, excellent. Merci. Tout simplement. J'ai dû la piquer sur Twitter, celle-là. Donc celui à qui je l'ai pris ne m'en voudra pas. Voilà. Il me semble l'avoir vu passer également, mais je n'ai rien dit. Pour me faire un petit peu son avocat, Jean-Yves, tout de même, on peut constater que dans l'histoire, il n'a pas tout à fait tort. Le slogan qui sort, la fameuse citation qu'il sort, vous aurez soit la guerre, le déshonneur, soit la guerre tout court. Il me semble que c'est de Churchill. On a constaté pendant la campagne de France, etc., que c'est le pacifisme justement des élites de gauche, du SFIO à l'époque, qui ont fait que la France a été désarmée. Est-ce que l'analyse d'Enthoven aujourd'hui n'est pas pertinente simplement parce que c'est un journaliste platonicien ? Sauf que, si vous voulez, il y a quand même un certain paradoxe à dire, il faut faire la guerre, il faut s'affronter, etc. Dans un pays qu'on a désarmé quand même depuis 40 ans, d'abord en termes de budget militaire, en termes de mentalité. Et en termes, par exemple, je prends un truc très simple, on interdit les jeux guerriers aux petits garçons. Bon, pourquoi pas ? Mais il faut jouer avec les Barbie. Oui, voilà, mais bon, pourquoi pas ? Ils trouvent d'autres moyens de jouer de manière guerrière, d'ailleurs, les petits garçons. Mais on ne peut pas faire ça et puis dire après, on va y aller, on va faire la guerre, quoi. Et puis quand même, malgré tout, je pense que dans un conflit, il y a plusieurs parties. Il n'y a pas forcément une partie qui est tout blanc, une partie qui est tout noir, et il faut prendre les différents points de vue en compte. Et je pense que le point de vue de Le Sommier, qui est de dire, il faut aussi tenir compte du point de vue russe, il est juste. Voilà, il faut tenir compte du point de vue russe. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut céder sur tous les points au point de vue russe, mais il faut le prendre en compte. De même qu'il faut prendre en compte le point de vue ukrainien, bien sûr. Alors, autre moment important de cette semaine sur le petit écran, un passage de l'émission C'est à vous, que je sais que vous adorez, dans lequel Patrick Cohen, je sais que vous l'adorez également, farouche pourfendeur des complotistes pendant la période Covid, on s'en souvient, s'interroge sur l'origine du virus. Vous allez voir, c'est intéressant. Questions et révélations sur l'origine du Covid. Le virus est-il né dans la nature ou dans un laboratoire ? Et dans ce dernier cas, le laboratoire pourrait-il être américain ?
Voilà, question ultra sensible. On parle d'une maladie à 6 millions de morts. Question qui vient d'être relancée par un universitaire de renom. L'économiste américain Jeffrey Sachs, qui n'a rien d'un complotiste, il est proche de la gauche, il a conseillé Bernie Sanders, il vient de publier dans la prestigieuse revue de l'Académie des sciences un appel à une enquête indépendante. C'est tout à fait intéressant. D'abord, il présente ça comme un inédit. Le virus du Covid pourrait être d'origine humaine, sortir d'un laboratoire. Alors, c'est assez amusant puisque sur cette table, il y a plus de 2 ans, dès avril 2020, on avait évoqué cette hypothèse avec votre prédécesseur Nicolas Faure, en disant « nous ne savons pas ce qu'il en est, mais ça fait partie des hypothèses dont il doit être possible de parler ». Et à l'époque, c'était une hypothèse qui était censurée, qui était considérée comme complotiste. Le mot magique. Voilà, et là, 2 ans après, on lui dit « bah oui, finalement... c'est probablement le cas, mais attention, le gars qui nous le dit, il est crédible, il n'est pas complotiste, il est de gauche, et il était pour Bernie Sanders. Donc ça va, quoi. Voilà. Tout de suite le cachet. Voilà, tout de suite le cachet de respectabilité. Il a eu le bon tampon, enfin, c'est bien que M. Cohen, qui a obtenu jadis une muselière d'or, finalement dise cela. Il pourrait aussi, je pense, sur ces chaînes-là, s'excuser d'avoir voulu interdire ces débats pendant de longs mois et même presque 2 ans. Le feront-ils ? Je ne pense pas, mais j'espère que l'avenir me donnera tort. Alors, c'est un phénomène qui se propage à la vitesse grand V, et ce, dans toute la France, celui des piqûres dites sauvages. Véritables agressions préméditées à l'encontre des fêtards. Les médias se gardent bien de vous livrer l'identité des personnes interpellées. On regarde les JT. Une nouvelle vague maintenant de piqûres sauvages lors de rassemblements festifs, dans les boîtes de nuit par exemple. Rien que ce week-end, une trentaine de plaintes ont été enregistrées. Des affaires toujours mystérieuses, sauf que cette fois, un suspect a été mis en examen et incarcéré. Un homme de 20 ans a été interpellé, puis mis en examen et écroué. C'est la première arrestation en France d'un suspect dans le cadre de ces piqûres dites sauvages dans des lieux festifs. Un homme de 20 ans mis en examen, nous dit France Info, en parlant du premier suspect mis en examen. Un jeune homme donc de 20 ans, au comportement suspect, a été interpellé par des policiers. Il a été mis en examen pour violence volontaire avec arme à la Feria de Nîmes. Donc, dans une autre ville. On a recensé plus de 50 victimes dans une soirée. Poitiers, elle dénonce une piqûre à l'omoplate en boîte de nuit et porte plainte. Le soir, attaque à la piqûre une jeune fille agressée dans un bus TEC à Mons. Et puis également, Feria de Nîmes, suspecté de piqûre sur un fêtard. 2 frères placés en garde à vue. Qui sont-ils ? Pourquoi agissent-ils ? Grand silence. Grand silence, pas d'éléments sur eux. Donc c'est bien, si on n'a pas d'éléments sur eux, en gros... on peut être sûr que c'est pas des blancs d'extrême droite entre guillemets. Ça c'est là au moins on est tranquille. On a déjà un élément, pas d'élément, c'est un élément. Il faut décrypter comme ça. Voilà, faut décrypter. On vous dit rien, donc bon, voilà. Par contre, on sait ce que ce n'est pas. On ne sait pas forcément ce que c'est. Or, dans une des affaires. On sait de qui il s'agit d'un Tunisien clandestin. Ce que Téléfin présente comme un jeune homme, c'est un jeune homme, d'accord, oui, il a 20 ans, donc il est majeur, il est tunisien et clandestin. Voilà, c'est quand même une information que les Français seraient en droit de savoir. Sans titre de séjour, sans emploi connu de la justice, est en état de récidive. Et puis finalement, on nous signale sur Twitter que la même petite combine de TF1 a été réemployée le lendemain par RTL à 7h. Le jeune homme n'a aucune autre qualité, pas de mention qu'il est étranger, irrégulier et connu des services. C'est la désinformation par occultation qui est sans doute la forme la plus efficace de désinformation. Une nouvelle effroyable maintenant, et on reste justement sur l'occultation, une nouvelle effroyable maintenant qui nous vient du Nigeria. Le pays le plus peuplé d'Afrique est en effet en proie à la lutte armée et aux attaques terroristes et autres enlèvements depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. Ce dimanche de Pentecôte, c'est plus d'une vingtaine de fidèles catholiques qui ont été assassinés dans une église lors de la messe. Une nouvelle qui sort dans les médias, mais peut-être pas autant qu'on pourrait l'espérer, Jean-Yves.
Une spirale de violence inarrêtable, nous dit France Info. Le chef de l'État n'a pas pu mettre fin aux tueries, aux enlèvements et aux viols liés à des motifs interreligieux, interethniques ou mafieux, les motivations des bandes criminelles étant parfois étroitement mêlées. Alors, on doit leur accorder un certain crédit à France Info. Ils nous disent quand même que des foules de musulmans s'en prennent régulièrement à des chrétiens au Nigeria. Une étudiante chrétienne de la ville de Sokoto a été suppliciée par de jeunes musulmans après avoir été accusée de blasphème. Voilà, alors, il y a deux biais dans l'article. Effectivement, le mot spirale de violence, qui implique que tout le monde s'en mêle. Interreligieux, ce qui implique aussi... il y a le côté un petit peu réciprocité. Réciprocité. Les chrétiens attaquent les musulmans. Or, il n'y a pas, en l'occurrence, il n'y a pas de réciprocité. Il y a une attaque des musulmans sur les chrétiens, et il y a une attaque des ethnies plutôt du nord sur les ethnies du sud. Voilà, bon. Sachant que c'est extrêmement compliqué. Le Nigeria est une poudrière fantastique avec 200 millions d'habitants, en pleine explosion démographique et des conflits ethniques et, comment ils disent, interreligieux. Des conflits... œcuméniques, pourrait-on dire. Œcuméniques, oui, voilà. Qui sont liés à la volonté de l'islam d'avancer et d'avancer par les moyens de violence. Comme au demeurant, il n'y a rien de très nouveau. Ça fait 13 siècles que l'islam progresse par la violence. Elle l'a fait en Europe, elle l'a fait en Afrique, elle l'a fait au Moyen-Orient. C'est le mode de progression naturelle de l'islam. Il n'y a pas lieu d'être très surpris. Aujourd'hui, la ligne de front, c'est l'Afrique et l'Europe. Sous des formes un peu différentes, mais... Et puis le Moyen-Orient également. Avec, le Moyen-Orient avec l'évacuation, l'élimination quasi complète des chrétiens du Moyen-Orient. Oui. Ce qui est également intéressant, Jean-Yves, c'est ce copier-coller de la dépêche AFP, c'est-à-dire c'est l'équivalent du minimum syndical pour un journaliste, que l'on a pu constater dans les articles de Libération et de l'Obs, donc un traitement médiatique existant, mais... On fait vraiment le minimum, on reprend la dépêche de l'AFP et on n'en parle pas longtemps. Quoi. Minimaliste, alors qu'il y a eu en un an 6000 victimes chrétiennes au Nigeria, victimes chrétiennes en tant que chrétiennes. Oui, donc martyrs finalement, martyrs de leur foi. Nous revenons en France finalement après cette terrible nouvelle avec un haussement de ton entre Jean-Luc Mélenchon et Léa Salamé sur France Inter. Un moment peut-être anecdotique, mais certainement instructif sur la campagne qui se déroule actuellement. On regarde ça tout de suite. Le chômage est masqué par le recours à l'apprentissage et ces gens viennent maintenant donner des leçons de rigueur sur la manière d'organiser les finances. Le chômage, pour le coup, n'a jamais été aussi bas depuis 15 ans. Mais non, Madame Salamé, non, Madame Salamé, non, Madame Salamé. Non, mais ok, vous avez le droit. Non, mais je vous crie pas. Oui, mais c'est ça, vous me coupez la parole et puis après, si je vous réponds... Non, je vous coupe pas la parole. Alors, Madame Salamé, dites à vos auditeurs que le chômage a baissé parce qu'on inscrit 900 000 postes de travail nouveaux qui sont les contrats des jeunes apprentis, qui sont des apprentis, pas des embauchés. Le chômage est à son plus haut niveau, le chômage réel. Bon, alors c'est assez intéressant comme affrontement. D'abord, il est assez vif entre l'homme politique et le journaliste. Mais Mélenchon, toujours avec Mélenchon. Mélenchon n'est pas du genre à se laisser marcher sur les pieds par les journalistes. Il a raison d'ailleurs d'un certain point de vue. Et puis il est chez lui. Il est à France Inter. France Inter, connaissez le surnom de France Inter, c'est France Insoumise. Voilà. Bon. Mais là, en l'occurrence, il a en face de lui Léa Salamé, qui elle est plutôt macroniste quand même, ou crypto-macroniste. Voilà. Donc il y a un petit débat. Ouais, ils sont meilleurs ennemis pour la vie. Voilà, ils sont meilleurs ennemis, puis ça correspond bien à la stratégie de campagne. Mélenchon-Macron qui se renvoie la balle comme Macron-Marine Le Pen s'était renvoyé la balle pendant la présidentielle. Voilà. C'est intéressant aussi cette manie des médias d'adopter la sémantique et les arguments du gouvernement. Il y a aujourd'hui en France plus d'1 100 000 postes à pourvoir. Plus de la moitié sont des contrats à durée indéterminée. Sur tous les sujets, finalement. Il n'y a pas que l'insécurité, la délinquance, etc. Il y a aussi, finalement, le chômage qui serait au plus bas, selon l'INSEE. Tout ça, il n'y a pas beaucoup de vérification journalistique. Je rappelle simplement, finalement, quelques petits faits sur le temps de parole sur les radios du 2 au 27 mai 2022. Merci pour cette infographie amateur. France Inter, c'était 62% du temps de parole lors de l'élection accordé à France Insoumise et plus largement à la NUP,
NUPES. Alors, je crois que c'est très intéressant. On voit une domination très large de la NUP partout et une sous-estimation partout de la droite, les Républicains, le Rassemblement national et Reconquête. Alors, remarquez pour les Républicains, vu leur score au présidentiel. Bon, alors, il y a quand même une sous-évaluation d'un bloc et une très grande surévaluation de l'autre. Ça s'explique pour plusieurs raisons. D'abord, il y a une préférence pour la gauche par rapport à la droite dans tous les médias. Ça, c'est vrai. La deuxième, c'est que c'est quand même Mélenchon qui fait le match. Et que Macron, finalement, il est content de faire le match avec Mélenchon pour les législatives. Et puis, c'est vrai que le match à droite a été torpillé par le refus d'union, ce qui fait qu'il y a 3 forces qui partent en ordre dispersé. Donc, qu'il y ait une surestimation de la NUP ou de la NUPES, je ne sais pas, ça s'explique assez bien. Ce qui s'explique moins quand même, c'est qu'il n'y ait pas de réaction de l'ARCOM. L'ARCOM, ils étaient capables, l'ancien CSA, ils étaient capables à un moment donné de se plaindre parce que en novembre dernier ou en octobre dernier, il y avait trop de Zemmour sur CNews. CNews qui est quand même une audience très limitée. Là, il y a une surreprésentation de la NUPES absolument partout. Et surtout sur le service public. Et surtout sur le service public. Et l'ARCOM ne s'y intéresse pas. Voilà. Ouais, il publie les chiffres, c'est déjà ça. Merci, oui, c'est déjà ça. Il publie les chiffres, c'est vrai. Alors, Élise Lucet, maintenant, l'ancienne présentatrice de Cash Investigation, n'a pas de mots doux à adresser à ses confrères des chaînes d'information en continu. Elle a développé ce sujet dans une interview accordée à France 5, et je la cite maintenant. Un journaliste, c'est quelqu'un qui va sur le terrain, qui va prendre des risques, parce qu'il fait une enquête un peu costaud. Les commentateurs d'actualité, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas envie de voir des journalistes qui parlent des vrais gens, j'ai envie d'entendre des gens de terrain. Je n'ai pas envie que ce soit des journalistes qui racontent la vie des gens comme si c'était des sociologues en train de regarder avec une loupe les gens qui s'agitent en bas. Que pensez de ces déclarations d'Élise Lucet ? Je suis plutôt d'accord. Oui, avec quand même cette nuance que il y a aussi du journalisme de terrain dans les chaînes d'infos. C'est vrai qu'il y a beaucoup de bavardage, faut être honnête. Il faut meubler les 24 heures. Il y a aussi, il faut occuper les 24 heures, mais il y a aussi du terrain. Et alors, le bavardage a quand même un avantage, c'est qu'il permet une certaine forme de pluralisme. C'est-à-dire qu'il y a toujours un déséquilibre en faveur de la gauche ou de l'extrême gauche, sauf sur CNews où il y a un certain équilibre. Mais ailleurs, il y a toujours un grand déséquilibre, sauf que même dans le déséquilibre, il y a de petites voix dissonantes qui se font entendre. Et donc, de ce point de vue-là, les chaînes d'infos, même LCI, même BFM, elles sont plus plurielles en termes d'idées, en termes de diversité, que les très grandes chaînes. Et c'est sans doute ce qui déplaît à Madame Lucet. Oui, et puis finalement, ce qu'elle appelle le journalisme de terrain, en s'incluant dedans, on imagine bien avec Cash Investigation ou encore avec les JT de France 2, c'est le journalisme consensuel de propagande qu'on décrit chaque semaine aussi. Alors, Cash Investigation, c'est quand même typiquement un journalisme de propagande, même si elle sort parfois des choses intéressantes, pour une raison très simple, c'est qu'on va voir des gens qu'on interroge pendant 3/4 d'heure ou 1 heure, et on garde 2 fois les 30 secondes qui rentrent dans le récit qu'on a prévu à l'avance. Oui. C'est ça la méthode de formation de ce type d'émission. Comme dans les JT, tout est contrôlé, il y a une voix off, tout est scripté. Il y a moins de risque de dérapage qu'avec le bavardage, comme elle dit. Oui, exactement. On passe tout de suite, finalement, à notre dernier petit sujet de la revue de presse. Rassurez-vous, ce ne sera pas très long. C'est une brève mention de France TV Slash, et qui nous avions déjà accordé un sujet il y a quelques mois, si vous vous en souvenez. Plateforme de France TV, très présente sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube. France TV Slash propose des séries et des courtes vidéos quasiment entièrement dédiées au thème suivant, l'antiracisme, le transgenrisme, etc. Et ce, à destination des jeunes adultes. On regarde un petit peu leur prochaine programmation.
Jean-Yves, si ça ne met pas en lumière l'idéologie de France TV et ses intentions pour les générations futures, je ne sais pas ce que ça fait. Alors, ils sont assez subtils, finalement, dans le service public, parce que sur les JT, ils font de la propagande un peu soft à destination d'un public plutôt âgé, donc ils parlent de ruralité, de pouvoir d'achat, un peu de sécurité. Le plus beau village de France. Le plus beau village, il y a des choses même sympathiques à la limite. Bon, ça c'est pour les vieux. Et puis pour les jeunes, c'est le matraquage wokiste, LGBT, antiraciste, et de manière beaucoup plus trash, quoi. Voilà. Hein, donc, ils jouent des différents vecteurs. Évidemment, ils disposent de moyens considérables, moyens financiers considérables. France TV, c'est un budget. Et donc, ça permet de toucher des différentes niches, quoi. Différentes niches de propagande. De propagande. Et puis, on salue tout de même, pour une note positive quand même, la capacité d'adaptation du service public. Bravo le service public. C'est une des missions premières du service public. Bravo le service public. Bravo France TV /. Pour en finir avec ça, on passe tout de suite à notre deuxième sujet de la semaine. Orages, inondations et températures, le réchauffement climatique est-il en cause ? Nous le savons, vous le savez, la France connaît un épisode d'orage, de fortes pluies et d'inondations et même de grêle dans de nombreux départements. Il y a là, bien sûr, matière à meubler les JT du soir, qui, nous le rappelons, sont les chefs de file de la désinformation en termes d'audience, Jean-Yves, en termes d'audience. Nous le sentions venir et cela s'est bien produit. Et bien finalement, toutes ces intempéries ont été systématiquement rattachées au spectre qui hante le monde actuellement, celui du réchauffement climatique, une propagande dont France 2 est le principal héros cette semaine. On n'a pas de motif concret de penser que les orages sont plus nombreux qu'avant, notamment en lien avec le changement climatique. Alors, quelles sont les conséquences du changement climatique ? Ces masses d'air qui sont plus chaudes contiennent plus de vapeur d'eau et donc forment plus de précipitations. Des orages, il y en a toujours eu. Des inondations, il y en a toujours eu. Des sécheresses, il y en a toujours eu. Tout simplement parce que, qu'est-ce que c'est que le climat ? Le climat, c'est une situation moyenne. Et la météo, c'est des écarts considérables par rapport à la moyenne. Alors, quelle que soit la moyenne, même s'il pleut peu, il y a des moments où il pleut énormément. Même s'il fait un temps tempéré, il y a des moments où il fait très chaud, des moments où il fait très froid. Et donc maintenant, dès qu'on est en dehors de la moyenne, qu'on s'éloigne beaucoup de la moyenne, ce qui est un phénomène météorologique naturel, une variation naturelle, on explique « Ah, c'est le réchauffement climatique ». Voilà. Et cela est purement imaginaire, puisque de toute façon, il y a toujours eu des écarts considérables à la moyenne. Oui, et puis finalement, il y a cette confusion qui est entretenue, volontairement ou non, je ne le sais pas, par les JT et par les journalistes de manière générale, c'est celle entre, vous l'avez dit, le climat et la météo. Le climat, c'est quelque chose de long terme qui se passe sur des dizaines d'années, des centaines d'années, qu'on analyse avec des climatologues. Des millions d'années même. Des millions d'années. La météo, c'est les phénomènes justement d'intempéries, de température, qui eux sont analysés par les météorologues. C'est deux disciplines totalement déconnectées et qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Et ça, c'est cette confusion qui est systématiquement entretenue. Je vous donne des exemples avec les articles de ces 2-3 derniers jours. Changement climatique, mauvaise nouvelle, le monde se réchaufferait beaucoup plus vite que prévu, nous dit Midi Libre. Alors, selon Ouest France, c'est le réchauffement climatique qui écourterait nos nuits de sommeil. Pour l'Obs, c'est le réchauffement climatique qui transforme le paysage des montagnes. Et pour France Info, c'est le réchauffement climatique qui provoque des étés plus chauds et plus secs que la normale. On nous dit ça tous les ans depuis 20 ans, Jean-Yves. On le voit bien, cette confusion climat-météo. Oui, alors vous n'avez pas cité un article que je trouve un peu plus juste, qui est l'Observateur, et qui dit comment le réchauffement climatique transforme le paysage des montagnes. Parce que c'est vrai que le paysage des montagnes, il a toujours changé. Les glaciers, ils ont passé leur temps à reculer ou à avancer. Oui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ils reculent. Donc c'est vrai que si vous allez dans les Alpes depuis 40 ans, depuis 50 ans, si vous fréquentez les Alpes, vous voyez effectivement un changement qui est dû au changement climatique. Voilà. Ça existe aussi. C'est une réalité. Pourquoi ? Parce que la montagne est un élément de stockage avec la glace. Donc quand il fait un peu plus froid,
la glace stocke, et donc les glaciers s'étendent, et quand il fait un peu plus chaud, la glace se déstocke, et donc les glaciers rétrécissent, et il y a un certain nombre de rochers tenus par le gel qui se désolidarisent les uns des autres. Donc pour la montagne, c'est vrai. Voilà. Donc il faut être nuancé dans les propos. Phénomène tout à fait naturel. En tout cas, on sent l'expertise de l'alpiniste que vous êtes, Jean-Yves. On regarde tout de suite un autre sujet de France 2 consacré au réchauffement climatique, cette fois en Grèce. Et l'un des marqueurs les plus limpides du réchauffement climatique, nous le vivons sur le trait de côte qui recule en France. C'est le cas également en Grèce. Dans 20 ans, pour visiter Délos, il faudra sans doute une combinaison de plongée. En un siècle, le niveau moyen de la Méditerranée s'est élevé de 50 cm à 1,50 m. On est un petit peu effaré de voir tout ce qui se passe maintenant à cause du réchauffement. 2 mètres, ça veut dire, vous voyez le haut des murs, là où la végétation reprend, tout va disparaître. Oui, alors là, c'est un JT, c'est le grand format. Là, on a la longue présentation de Laous, puis on a le reportage, puis on a le micro-trottoir, bien sûr. Puis on a l'expert, les experts, on a la totale. Tout va couler. Alors, en ce qui concerne le tout va couler, c'est quand même assez extraordinaire, puisque en 40 ans, le niveau de la mer a augmenté de 8 à 12 centimètres. Voilà, d'après les calculs des satellites, etc. De 8 à 12 cm en 40 ans, c'est donc pas l'inondation immédiate qu'on nous promet, mais c'est ce que Gérondeau, qui vient de publier un ouvrage sur les 12 mensonges du GIEC sur le climat, dénonce. C'est un des mensonges, la mer va nous envahir. C'est un des 12 mensonges du GIEC. Je recommande la lecture de cet ouvrage qui permet d'avoir un peu d'esprit critique, et donc il y a une critique d'ailleurs, une bonne présentation critique dans Polémia. Jean-Yves, un petit coup de chapeau. Oui, alors un petit coup de chapeau à Madame Tribala, qui est une démographe dissidente, on peut dire, qui a publié chez l'Artilleur, excellente maison d'édition au demeurant, un livre qui s'appelle « Immigration, idéologie et souci de la vérité ». C'est une femme qui, depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, une démographe, se bat pour maintenir un minimum de rigueur scientifique dans l'analyse des phénomènes démographiques et dans l'analyse des phénomènes migratoires, alors que les experts qui sont invités dans les médias de grand chemin, que ce soit M. Hervé Lebras ou M. Errand, sont des informateurs professionnels. Merci Jean-Yves, merci à tous d'avoir regardé cette émission jusqu'à son terme. Je vous invite à l'aimer, la commenter, la partager et à nous contacter sur immedia.tvliberté@gmail.com si vous avez soit des idées de sujets à nous soumettre pour les prochains numéros d'Immédia, ou encore si vous voulez rejoindre notre équipe de bénévoles que j'ai salué en début d'émission, qui nous aident en regardant les JT de la semaine. Merci à tous, merci Jean-Yves, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.